Bonjour à tous, bonjour à toutes, élèves de 4e, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de super vacances, des vacances à la fois studieuses, à la fois familiales, à la fois sportives, à la fois amusantes, des vacances totales, tout simplement. Donc j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, la vidéo consiste à introduire le chapitre de géographie sur le tourisme. J'espère que vous tenez bien le programme qui est le vôtre. N'oubliez pas que l'histoire-géographie, c'est une matière très exigeante qu'il faut revoir assez régulièrement, très régulièrement même, pour ne pas se perdre en chemin et pour toujours imprimer des connaissances qui sont indispensables à la construction de votre être, d'un point de vue général, et puis à votre programme de 4e. Donc aujourd'hui, on va parler du tourisme et finalement du coup on va parler des humains. On va parler des êtres humains puisque la géographie s'attache à parler des êtres humains aujourd'hui et à parler des êtres humains dans l'espace. Donc les touristes, ce sont des personnes qui se déplacent dans l'espace. En cela, c'est évidemment un sujet de géographie primordial, encore plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est devenu un phénomène de masse. On va en même temps faire de l'histoire du tourisme, l'histoire parce que un phénomène géographique d'aujourd'hui, c'est important de le replacer dans son histoire, de le replacer dans son passé, pour voir comment il a évolué, et du coup comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, vous n'allez pas faire de l'histoire, vous n'allez pas faire de la géographie, vous allez faire les deux, vous allez faire ce que Fernand Braudel a appelé de la géo-histoire. Bienvenue donc dans cette histoire du tourisme. Aujourd'hui, en 2021, nous vivons dans un monde, ou une société plutôt mondialisée, où les pays et les continents sont de plus en plus reliés et dépendants les uns des autres. Pas étonnant donc que la définition reine de notre année soit la mondialisation, concept éminemment géographique puisqu'elle transforme les espaces et sélectionne les territoires, comme vous l'avez si bien appris dans votre définition. Le cœur de la mondialisation, encore une fois, je me reportez-vous à la définition, c'est l'accélération des échanges. Ça, on l'a vu dans le chapitre sur les mers et les océans avec le rôle primordial que joue le porte-conteneur. Et ce sont les mobilités humaines. Les mobilités humaines sont l'objet du chapitre, du thème de géographie que vous allez étudier à partir de cette semaine, qui regroupe deux types de mobilité humaine. Les migrations, autrement dit, une migration, c'est je pars d'un point A pour arriver à un point B sans vouloir repartir du point B, à savoir pour m'installer définitivement. Et puis le tourisme, c'est je pars du point A, je pars dans un point B, mais mon but c'est bien de revenir au point A, puisque j'y ai pris du plaisir, j'ai visité des lieux et j'en passe. Aujourd'hui, 1,8 milliard de touristes environ, en tout cas en 2019, avant le Covid. Dans ce chapitre, on va donc s'intéresser à une pratique impossible depuis le 16 mars 2020 pour nous, Français, et l'annonce du premier confinement, malgré la pause qu'il y a eu l'été dernier. Le tourisme a été frappé de plein fouet par l'épidémie et les lieux touristiques sont devenus vides pour le grand malheur des industries et des agences touristiques, mais pour le bonheur de certains animaux qui ont réinvesti certains lieux. On a par exemple vu des ours sur le site du Machu Picchu, des dauphins en Sardaigne au port de Cagliari. Partons de la définition du tourisme avant d'en faire la grande histoire. Dans le Larousse, le tourisme est défini comme l'action de voyager, de visiter un site pour son plaisir, en dehors de son environnement quotidien et de façon temporaire. Évidemment, tout est important dans cette définition, et donc il va falloir qu'on vérifie que ce qu'on va étudier dans cette histoire du tourisme corresponde bien à cette définition. On voyage, on visite un site pour son plaisir, on est en dehors de notre environnement quotidien, de celui qu'on pratique tous les jours, et on est bien dans quelque chose de temporaire,
autrement dit, je ne pars pas pour m'installer définitivement. On va parler d'un phénomène vu d'Europe. Le tourisme, c'est une pratique, mais c'est aussi une façon de voir le monde et de voir les autres. Ça va donc être une histoire centrée sur la vision européenne, dans des sociétés qui sont sédentaires et qui travaillent. Si vous parlez de tourisme aux tribus pygmées au Cameroun, aux Inuits du Groenland ou aux guerriers Maasai au Kenya, ils ne sauront pas de quoi vous parlez. On parle bien donc d'une vision européenne du monde avec le tourisme. On va se poser la question, comment le tourisme solitaire, d'élite et d'exploration s'est transformé en tourisme de masse, mondialisé, encore une fois. Alors j'ai choisi de commencer par l'Antiquité puisque le tourisme existe à partir des sociétés sédentaires et hiérarchisées de l'Antiquité avec une minorité qui va dominer une majorité. Cette minorité qui va pouvoir partir et cette majorité qui doit travailler. Le nomadisme des humains du Paléolithique n'est pas du tourisme, ni l'émigration de l'Homo sapiens. Commençons donc à partir de l'Antiquité, autrement dit environ vers 3000 avant Jésus-Christ. Donc on va voir dans une première partie que de l'Antiquité, 3000 avant Jésus-Christ, au XVIIIe siècle, donc les années 1700, on est face à un tourisme d'élite, aristocrate, et qui donc concerne une minorité. On va parler donc de 3 époques dans cette première partie. L'Antiquité, 3000 avant Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ. Le Moyen-Âge, 476 après Jésus-Christ jusqu'à 1492 et la découverte de l'Amérique. Et l'ère moderne, de 1492 à 1789. C'est une époque durant laquelle le touriste doit réunir 2 conditions. Il doit avoir le temps et il doit avoir l'argent. Il n'est donc pas étonnant, encore une fois, que les premières formes de tourisme apparaissent dans des sociétés très hiérarchisées, comme la Grèce, et puis ensuite l'Empire romain, avec des citoyens aristocrates, minorités, qui ne travaillent pas et qui dominent une majorité qui, elle, travaille. On va citer un exemple grec et un exemple romain. Grec d'abord, Hérodote, parlons de lui, le prétendu premier historien et premier géographe de l'histoire. Il naît en Grèce vers 484 avant Jésus-Christ et meurt aux alentours de 425 avant Jésus-Christ. Son but était tout simplement d'écrire l'histoire de la Grèce. Et pour cela, il va voyager tout autour de la Méditerranée pour s'informer notamment sur les modes de vie des peuples et leur originalité. Quand il revient de son voyage, il poursuit l'écriture de son livre qu'il nomme Enquête, qui va nous donner donc à nous le terme historia du grec et qu'on va transformer en histoire. L'histoire, c'est donc bien une enquête. Et donc dans son livre, on peut y lire, par exemple, je cite, « Des peuples nombreux et divers habitent le Caucase et la plupart vivent des fruits qu'ils trouvent dans les forêts sauvages. » Ou alors, il va aussi parler des Égyptiens, puisqu'il est allé en Égypte, Hérodote. « Les autres peuples prennent leurs repas séparés des bêtes. Les Égyptiens, au contraire, mangent avec elles. » Donc, le tourisme d'Hérodote, c'est un tourisme motivé par la curiosité pour les autres et leur mode de vie, même si cela sert à nourrir un sentiment de supériorité des Grecs envers les autres. En effet, on a un peu l'impression d'être face à quelqu'un qui visite un zoo et qui vient raconter aux Grecs comment sont les animaux du monde. Mais Hérodote reste quand même un des premiers touristes, puisque en effet il part pour le plaisir, par la curiosité, et puis il revient à l'endroit initial, autrement dit sa Grèce natale. Dans la Rome antique, des aristocrates romains se faisaient construire des villas en dehors de la cité de Rome pour s'y reposer. Ça va donner naissance au concept de villégiature. Donc c'est pour le plaisir et puis au concept de villa. Dans les 2 cas, c'est bien un tourisme d'élite. Ils ont le temps, ils ont l'argent, c'est une minorité. Mais c'est quand même une première naissance du tourisme. D'ailleurs, les déplacements en Grèce vers Olympie pour assister aux Jeux Olympiques vont entraîner la mise en place d'infrastructures comme des auberges pour accueillir ceux qui voyagent. Le Moyen-Âge, maintenant, entre 476 et 1492, c'est l'époque la plus compliquée à étudier quand on parle de tourisme, puisque le tourisme de plaisir qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu durant l'Antiquité, qu'on vient de voir juste avant, va disparaître
Il n'y a pas vraiment de tourisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais on peut quand même parler de comportement touristique dû aux deux phénomènes qui dominent le Moyen-Âge, programme de 5e, la religion et le commerce. Pour la religion, l'Europe étant dominée par la religion catholique, il s'agit de l'organisation de pèlerinages vers Jérusalem ou Saint-Jacques-de-Compostelle qui va voir apparaître des milliers de fidèles parcourir l'Europe avec les premiers guides touristiques. Les voyages sont groupés ou individuels et le but c'est de soigner une maladie, d'obtenir un miracle ou bien plus globalement d'aller au paradis. Pour le commerce, l'exemple de Marco Polo est le plus saisissant. Il va partir sur la route de la soie pour aller vendre des marchandises en Chine, mais finalement, il va y rester en Chine pendant 20 ans, entre 1275 et 1295. Que va-t-il faire pendant ces 20 années ? Il va voyager dans toute l'Asie, en Inde et au Vietnam, et tout ça aux frais du souverain Kubilai Khan. Il revient à Venise en 1295 et il va écrire un livre qui va décrire les paysages et les peuples qu'il a rencontrés. On peut considérer ça comme le premier guide touristique en Orient, dont s'inspirera d'ailleurs Christophe Colomb ou Vasco de Gama pour voyager en Asie. Marco Polo a vu le désert de Gobi, les Indiens, les Mongols, et il donne envie aux Européens de les découvrir. Son livre, le livre des merveilles, participe à la naissance de l'esprit touristique en Europe, même si en 1492, Christophe Colomb ne va pas voyager pour découvrir, mais bien pour exploiter les richesses et finalement arriver en Amérique. On arrive à une époque décisive, c'est le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui vont faire naître le mot tourisme. XVIIe et XVIIIe, j'espère que je ne vais pas être original en vous disant que XVIIe c'est bien les années 1600 et XVIIIe ce sont les années 1700 jusqu'à la Révolution française, 1789. On retrouve le tourisme né durant l'Antiquité, à savoir un tourisme de plaisir et de découverte. Il naît avec les aristocrates anglais et ce qu'ils vont appeler le grand tour. Autrement dit, tourisme, c'est faire un tour. Et faire un tour, ça veut bien dire revenir à son endroit initial. De jeunes nobles anglais, on parle donc encore d'une minorité aristocratique, parcourent l'Europe pour parfaire leur éducation, se former aux langues étrangères et découvrir les grands lieux de l'histoire européenne. On peut par exemple parler du Grand Tour effectué par l'anglais Thomas Beckford en 1780, dont vous voyez ici l'itinéraire. Pourquoi peut-on dire que ce Grand Tour donne naissance au tourisme d'aujourd'hui ? Autrement dit, quel est le lien entre Thomas Beckford, noble anglais parcourant l'Europe au XVIIIe siècle, et Julie qui va visiter le Colisée à Rome en 2021 ? Eh bien, 3 raisons à cela. Première raison, les villes européennes à découvrir aujourd'hui sont restées les mêmes. Paris, Venise, Naples et leurs monuments. Le Colisée de Rome, par exemple. Les canaux de Venise. Notre-Dame à Paris. Deuxième raison, la démarche de faire savoir aux autres où on est allé. Alors aujourd'hui, c'est avec des selfies devant des monuments qu'on va poster sur Instagram. Hier, c'est avec des portraits qu'on commande aux peintres. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des aristocrates anglais qui vont commander une peinture quand ils vont revenir pour bien montrer qu'ils sont allés à l'endroit susnommé. Par exemple, ici, George Byron est allé visiter le Colisée et il a bien voulu montrer de retour en Angleterre qu'il y est allé. Troisième raison, liée à la deuxième, cela offrait au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, des sujets pour briller en société. Autrement dit, faire le récit de son voyage est aussi, voire plus important que le voyage lui-même. À partir du XVIIIe siècle, le voyage a donc une fonction sociale. Il s'agit d'aller voir ce qui doit être vu et de le montrer. Montrer qu'on est ouvert, montrer qu'on a les moyens. On va rappeler la définition. Action de voyager, visiter un site pour son plaisir, en dehors de son environnement quotidien et de façon temporaire. On est donc bien là dans du tourisme. Mais c'est un tourisme d'élite, personnel et aristocrate. Et ça va changer. Ça va changer avec 2 événements. La Révolution française, 1789, avec la bourgeoisie qui prend le pouvoir. Et puis dans le même temps, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, a lieu une autre révolution. C'est la révolution industrielle que vous verrez dans le prochain chapitre d'histoire.
On va donc voir dans une deuxième partie 2 siècles, le 19e et le 20e siècle, déterminants puisque le tourisme va devenir un tourisme de masse industriel. Bon, revenons à cette révolution industrielle dont on a parlé. Cette révolution industrielle, c'est avant tout une révolution des transports, avec l'apparition du train à vapeur et du bateau à vapeur, des transports qui vont être moins chers. Ça va permettre au tourisme de conquérir le monde et d'être accessible à plus de personnes, même les moins aisées, puisque, encore une fois, les prix des transports vont baisser. 19e siècle, 20e siècle donc. Au 19e siècle, les ouvriers ne peuvent pas encore partir en vacances, c'est encore un tourisme bourgeois. Les premières agences touristiques vont être mises en place par des bourgeois pour s'enrichir. Par exemple, Thomas Cook, anglais, qui organise le premier voyage touristique en Angleterre en 1841, le premier voyage à travers toute l'Europe en 1855 et le premier tour du monde en 1872. Pour Thomas Cook, le monde est un produit, comme un autre, qu'il faut vendre à ses clients. Les territoires essaient donc d'attirer ces nouveaux clients, qu'on appelle désormais clairement touristes. On développe les premières sociétés, les premières stations balnéaires dans lesquelles on bétonise les côtes, on met du béton sur les côtes pour accueillir les touristes, comme à Arcachon ou à Nice. Nice qui est très prisée pour son climat par les touristes anglais, d'où le nom de la promenade des Anglais. On va y construire des hôtels pour évidemment que les touristes puissent s'y loger, des restaurants pour que les touristes puissent manger et se divertir. Ainsi, l'industrie du tourisme est née et les territoires deviennent des produits. Puisque les territoires deviennent des produits, il faut les vendre. C'est ainsi qu'en 1889, le premier office du tourisme va naître à Grenoble, qui va servir donc à mettre en valeur la ville et à guider les touristes à l'intérieur de la ville et aux alentours, puisque vous savez que Grenoble a la chance d'avoir une situation géographique assez exceptionnelle avec 3 chaînes de montagnes autour. Au XXe siècle, le tourisme va véritablement conquérir le monde. Et les habitants, s'il était le fait d'une élite, il va être de plus en plus facile de voyager. Pour des populations moins aisées, les prix des transports vont encore baisser et les populations françaises notamment vont également avoir un peu de temps. Rappelez-vous, la nécessité du tourisme, c'était avoir du temps et avoir de l'argent. Eh bien, les Français commençaient à voir les prix des transports être plus accessibles, donc ça, c'était plus accessible pour eux, mais ils n'avaient toujours pas de temps, puisqu'ils travaillaient tout le temps. En 1936, sont mis en place les congés payés. Partir en vacances en recevant donc son salaire. C'est une véritable révolution et ça va permettre à des milliers d'ouvriers de partir en vacances avec des routes bien tracées. On va donc partir à la plage en famille, en été, s'organiser une croisière, aller au Club Méditerranée qui a ouvert en 1950. On va ensuite aller à la montagne en hiver avec la construction des stations ski dans les années 1960, comme par exemple Champs-Rousse ou Tignes. Cette pratique du tourisme va ensuite se mondialiser, elle va concerner toute la planète à partir des années 80 et le développement du tourisme aérien, du transport aérien et ensuite les compagnies low cost qui vont permettre de partir dans un autre pays, voire un autre continent à bas coût, peu cher. Internet va également révolutionner le tourisme puisqu'il va s'individualiser, on va organiser son voyage sur mesure. Donc on peut se faire un petit bilan d'abord sur ces deux premières parties. On a vu qu'entre l'Antiquité et les années 2000, on est passé d'un tourisme d'une élite, aristocrate, personnel, à un tourisme de masse, industriel et organisé. Pourquoi tourisme de masse? Puisque ça va être un tourisme qui va concerner énormément de monde. En 2019, on a recensé 1,8 milliard de touristes et en plus il se pratique sur la planète entière. Dans une troisième partie, on va donc parler d'aujourd'hui et puis on va aussi essayer de faire une projection sur le futur pour voir un petit peu l'avenir de ce tourisme de masse et s'il va peut-être disparaître pour laisser place à de nouvelles formes de tourisme.
Aujourd'hui, le tourisme est la première industrie au monde. 1,8 milliard de touristes en 2019, donc on prend bien le chiffre un an avant le Covid. Ce milliard de touristes parcourt le monde via les transports, se logent, visitent des lieux touristiques et ça s'accompagne de problèmes. D'abord, un problème environnemental. Les touristes se déplacent et 6 milliards de CO2 sont rejetés par an à cause du tourisme, notamment par rapport à l'avion. Les touristes jettent des déchets. En Méditerranée, la moitié des déchets sont liés au tourisme balnéaire. On défigure les paysages, on rend les côtes artificielles, on détruit la biodiversité. On peut par exemple parler de la maltraitance des éléphants en Inde pour que les touristes puissent monter sur leur dos dans de bonnes conditions. Certaines villes vont devenir invivables, comme Dubrovnik en Croatie ou Venise en Italie, ou encore Barcelone, où les habitants ont récemment protesté contre les touristes. Ça pose également un problème culturel. On va caricaturer des cultures pour divertir les touristes avec des spectacles et des déguisements, et puis en fait gagner de l'argent. On va donc simuler, mettre en scène les traditions locales qui vont en fait devenir des produits marketing. Donc finalement, ce n'est plus un échange, c'est un peu du divertissement. On va consommer la tradition locale. Des sites historiques et naturels en plus sont en danger, comme le Machu Picchu, cité Inca datant du XVe siècle et situé au Pérou. C'est le lieu le plus visité d'Amérique du Sud et il voit sa structure être fragilisée par l'afflux de milliers de touristes internationaux. Il y a également le problème de la privatisation des sols. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont impossibles d'accès puisque les hôtels en ont fait leur propriété privée. Par exemple, ici la Riviera Maya au Mexique. C'est un bel exemple de privatisation massive des côtes. Face à ces problèmes, de nouvelles formes de tourisme sont en train de voir le jour. Le tourisme de masse va-t-il prendre fin? La question est posée. Il y a par exemple le tourisme participatif avec le woofing qui consiste à aller donc participer, travailler dans une ferme biologique quelque part dans le monde en échange du gîte et du couvert. Ici, le sens de l'hospitalité et le contact humain ont une place primordiale. Il y a une certaine réciprocité entre le service que rend celui qui accueille et le service que rend celui qui vient. Il participe. Il y a également le tourisme éco-responsable qui veut répondre aux problèmes environnementaux qu'on a cités, à savoir la pollution, les déchets, la surconsommation des ressources. C'est donc un tourisme qui consiste à visiter un lieu tout en respectant au maximum son environnement. Alors évidemment, il faut user de l'esprit critique. Quand on dit respecter au maximum, ça veut dire que ça ne va pas être parfait. Par exemple, certains vont voyager en avion pour aller dans un lieu et y pratiquer un tourisme éco-responsable, alors que l'avion est un transport qui pollue énormément. Il y a également le tourisme humanitaire. C'est un tourisme qui veut participer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Des agences vont organiser des voyages et ça a d'ailleurs un grand succès, notamment chez les jeunes qui partent, par exemple, construire des toilettes en Équateur, travailler dans un orphelinat au Tchad, etc. Encore une fois, il faut user de son esprit critique. En effet, la pauvreté de certaines populations finalement deviennent un produit touristique comme un autre et des agences s'enrichissent pour les organiser. Enfin, dernier exemple, et peut-être est-ce le tourisme qui va réussir dans un monde après le Covid et peut-être dans un monde qui va encore connaître des épidémies, c'est le tourisme local. La prise de conscience écologique, les épidémies vont peut-être nous encourager à voyager près de chez nous pour découvrir des gens et des paysages que nous connaissons finalement que trop peu, comme par exemple le département de l'Isère, puisque nous y sommes. Il y a donc par exemple en Isère, si vous voulez pratiquer le tourisme local donc en Isère, de belles montagnes autour de Grenoble, comme le Vercors, des sites historiques en Isère, comme des châteaux. On peut par exemple parler du château de Virieu, que peut-être vous connaissez. Dans tous les cas, dans la période qui va suivre le Covid, c'est peut-être le tourisme local qui va réussir. Et bien voilà,
pour cette histoire du tourisme. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça n'a pas été trop inaccessible pour vous. Normalement, c'est plutôt accessible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si il y a des incompréhensions. Pour l'instant, on peut se dire qu'on se voit la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de travail, je vous souhaite une bonne semaine d'un point de vue général dans vos vies. Bon courage, géohistoriens et géohistoriennes, pour ce travail. Au revoir.